Bonjour à tous. Hier soir, les sénateurs ont adopté le projet de loi sur l'égalité femmes-hommes. Un texte qui était présenté en deuxième lecture au Sénat par Najat Vallaud-Belkacem, la ministre des Droits des Femmes. Ce texte très large aborde aussi bien les questions de l'égalité professionnelle que celles des stéréotypes ou encore que celles des violences faites aux femmes. Mais tout de suite, je vous propose d'examiner un article bien particulier, un article qui a suscité des débats dans l'hémicycle, l'article 5, qui supprime la notion de détresse pour les femmes qui veulent avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Désormais, la loi stipule simplement que toute femme voulant interrompre sa grossesse peut avoir recours à une IVG. Tout de suite, retour donc à ces discussions qui ont eu lieu hier en début de soirée au Sénat. Article 5 inquiet C. Un amendement 13 rectifié quater qui est présenté par Philippe Bas. Merci, Madame le Président. J'ai eu l'occasion tout à l'heure, pendant la discussion générale, de développer l'argumentation que je souhaitais défendre à l'appui de cet amendement, et je serai plus court maintenant. Je voudrais rappeler que la loi Veil, elle n'est pas intangible, elle peut évoluer naturellement, elle a déjà évolué, elle évoluera peut-être encore, mais en tout cas, elle repose sur un équilibre fondamental qui tient en 3 points. Premièrement, l'affirmation d'un principe, le respect de l'être humain dès le commencement de la vie. Deuxièmement, la reconnaissance qu'une atteinte, et c'est l'expression même utilisée par la loi, applicable aujourd'hui, qu'une atteinte à ce principe peut être pratiquée, dit la loi, en cas de nécessité, je mets des guillemets, en cas de nécessité. Ceci pour permettre l'interruption volontaire de grossesse dans les conditions prévues par la loi. Et le troisième élément, c'est que l'interruption volontaire de grossesse, je laisse de côté le cas de l'interruption médicale, est le fait de la femme enceinte que son état de grossesse place dans une situation de détresse. La disposition dont nous demandons la suppression et qui a été adoptée par l'Assemblée nationale remplace cette formule « femme enceinte que son état place en situation de détresse » par une autre formule « toute femme qui ne veut pas poursuivre une grossesse ». Cette nouvelle formule nous paraît incompatible avec les 2 premiers éléments que j'ai cités, le principe du respect de l'être humain dès le commencement de la vie et la dérogation à ce principe sous forme d'atteintes qui ne sont possibles qu'en cas de nécessité et dans le respect des conditions prévues par la loi. Je voudrais souligner que la loi Veil est fondamentalement une loi de liberté. Bien qu'ayant été le collaborateur très proche de Simone Veil, je ne parle pas en son nom, naturellement, mais je me crois bien placé pour pouvoir expliciter, énoncer, et non pas interpréter et commenter les termes mêmes de la loi Veil. C'est une loi de liberté, car elle dispose que nulle instance, nul individu n'est habilité à apprécier à la place de la femme la justification de sa démarche conduisant à l'interruption volontaire de grossesse. C'est le droit applicable. Et quand j'entends parfois dire qu'il faut mettre le droit en accord avec la réalité et supprimer la possibilité d'un contrôle de la motivation de la demande d'interruption volontaire de grossesse, je dis mais relisez la loi. Elle est disponible pour vous tous. Il n'y a aucun contrôle extérieur sur la décision souveraine de la femme en toute liberté et en conscience, car la loi Veil est une loi de confiance à l'égard des femmes. Et par conséquent, cet amendement qui a été adopté à l'Assemblée nationale est complètement dépourvu de tout intérêt, de toute utilité, car il repose sur une incompréhension des termes de la loi et sur une sorte de malentendu. Alors moi, je veux réaffirmer haut et fort les principes de cette loi moderne. Elle a beau avoir 40 ans, elle a été bien écrite. Et je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, on viendrait déstabiliser cet équilibre patiemment obtenu à la suite d'un débat dont les plus anciens d'entre nous se souviennent, qui a été si difficile, au cours duquel, d'ailleurs, derrière Michel Debré, un certain nombre de parlementaires avaient exigé qu'une instance extérieure évalue l'état de détresse de la femme avant
de permettre l'interruption volontaire de grossesse. Simone Veil a refusé cette instance. Elle a tenu bon pendant le débat. Et grâce à cette position très ferme qu'elle a eue au nom du gouvernement de l'époque, sous l'autorité du président Giscard d'Estaing et sous l'autorité du Premier ministre Jacques Chirac, la loi qui a été votée fait confiance à la femme. Alors, je demande à notre Assemblée de bien vouloir considérer les choses d'une manière rigoureuse sur le plan intellectuel, en acceptant de considérer que cet amendement qui rouvre inutilement un débat qui a déchiré la société française ne doit pas être maintenu. C'est la raison pour laquelle l'amendement que je présente a pour objet de supprimer cet amendement adopté dans l'improvisation, je dois dire, par l'Assemblée nationale et qui crée des contradictions dans les termes mêmes de la loi, puisqu'on maintient l'exigence que l'interruption volontaire de grossesse n'est possible qu'en cas de nécessité, et ensuite on supprime tout motif énoncé dans la loi servant de référence à la décision souveraine de la femme. L'avortement est naturellement, et chacun le sait, et ça a été rappelé pendant le débat de la discussion générale, est une décision très grave et très lourde. Il n'est pas anormal que le législateur, dans sa mission, veuille maintenir les références qui figurent dans la loi pour éclairer la décision souveraine de la femme. Je vous remercie, Monsieur Bas. La parole est... Non, je vais demander d'abord l'avis de la Commission. L'avis est défavorable. Cette disposition de la loi Veil de 1975 est depuis longtemps obsolète puisque la situation de détresse n'est dans les faits, dans la réalité, jamais vérifiée. Aujourd'hui, par cette modification sémantique, il s'agit donc non seulement de mettre le droit en conformité avec la pratique, mais aussi d'affirmer solennellement le droit des femmes à disposer de leur corps, celles-ci devant être les seules juges de leur état et des motifs pour lesquels elles ont recours à une IVG. Et contrairement à ce qu'on peut entendre, à ce que vous pouvez dire, Monsieur Bas, l'objectif de cette mesure n'est pas de sous-estimer la détresse qui peut accompagner le parcours d'une femme vers l'IVG, mais de ne pas en faire une condition de recours à ce droit. Et dès 1980, le Conseil d'État avait d'ailleurs considéré, je cite, « la référence à la situation de détresse n'était pas une condition pour qu'une femme puisse pratiquer une IVG ». Donc je rappelle en outre que cette suppression ne modifie en rien le délai pendant lequel l'IVG peut être pratiquée en France et qui demeure fixé à 12 semaines de grossesse. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Je vais donc demander l'avis du gouvernement sur cet amendement présenté par Monsieur Philippe Bas. Oui, Monsieur le sénateur Bas, sur ce sujet plus que sur tout autre, je pense qu'il faut surtout veiller à écrire la loi pour qu'elle soit comprise de tout le monde, qu'elle soit comprise des citoyennes et des citoyens. Et donc là, en réalité, c'est une clarification qui est apportée, compte tenu d'une jurisprudence qui a été rappelée, compte tenu aussi de la façon dont nous concevons l'interruption volontaire de grossesse. Est-ce que c'est une tolérance? Est-ce que c'est une faveur qui est accordée aux femmes? Ou est-ce que c'est un droit? Si c'est un droit, il appartient à ces femmes d'estimer par elles-mêmes si leur situation justifie qu'elles aient recours, sans avoir à établir de situation de détresse ou que sais-je encore. C'est pour cette raison que vos collègues à l'Assemblée nationale ont jugé utile de supprimer la référence à une notion de détresse. Je constate d'ailleurs que l'immense majorité des Français le comprennent très bien. C'est intéressant de se rendre compte que cette disposition fait consensus. Je vous renvoie aux enquêtes qui ont pu être faites sur le sujet. Donc je serai défavorable à votre amendement et je propose qu'on en reste là. Je vous remercie, Madame la Ministre. J'ai une demande de parole de Madame Cohen. Oui, je pense qu'on peut être en désaccord sur la façon de voir la situation de femmes en détresse par rapport à une interruption volontaire de grossesse. Mais Monsieur Bas, ce n'est pas pour autant opportun de dire que l'Assemblée nationale a improvisé. Je pense qu'il y a un désaccord profond avec votre vision des choses et la vision de la majorité à l'Assemblée nationale et la vision de mon groupe. C'est-à-dire que vous parlez de rigueur,
en disant qu'il faut absolument effectivement établir les choses, les cadrer, mais vous mésestimez un certain nombre de choses. Je ne reviendrai pas sur les arguments qu'a développés Madame la ministre ainsi que Madame la rapporteure, mais vous faites fi quand même d'une chose, c'est la différence qu'il y a entre un embryon et un fœtus, donc c'est quoi le commencement de la vie, et vous faites fi aussi d'une chose qui est extrêmement importante, qui a été reconnue scientifiquement, psychologiquement, c'est ce que veut dire porter un enfant, ce que veut dire effectivement donner la vie, avoir l'envie avoir finalement une prise de conscience qu'on veut donner la vie. Vous faites fi de tout ça en disant finalement la femme est résumée à un ventre porteur, sans aucun sentiment, et à partir du moment où elle est enceinte, eh bien il faut qu'elle aille au bout. Donc je trouve ça complètement en désaccord. Écoutez, je vous ai écouté, malgré le fait que j'ai été choquée par vos arguments, donc au moins écoutez les miens. Je trouve donc que vous faites fi d'un certain nombre d'arguments extrêmement importants et que nous sommes en 2014, qu'il y a effectivement la nécessité de reconnaître des droits. Et pour moi, les droits qui sont extrêmement importants quand il s'agit d'une grossesse et quand il s'agit des droits à l'avortement, eh bien, c'est de reconnaître la liberté des femmes du choix. Et vous faites fi de cette liberté du choix, et ça ne peut pas être accepté. C'est pourquoi nous refusons totalement la proposition que vous faites. Merci Madame Cohen. La parole est à Esther Benbassa. Madame la Présidente, bien sûr, j'acquiesce à tout ce qui a été dit, mais je suis un peu étonnée, monsieur, par vos arguments. Dans mon intervention, j'avais indiqué qu'il était temps que la femme passe de l'état d'objet à l'état de sujet. Alors aujourd'hui, dire qu'on fait de la charité à une femme, enfin, je parle de la perception d'objet, madame. C'est pas, la femme n'est pas un objet, mais elle est perçue encore comme un objet. Donc, on ne peut pas parler avec tant de, disons, de détachement de cette question, puisque vous savez qu'aucune femme n'avorte parce que ça lui fait plaisir. Hein, ça, je n'en connais pas beaucoup. Peut-être qu'il en existe, mais enfin, elles doivent être très rares. Deuxièmement, est-ce qu'une femme ne peut exister que comme mère? Est-ce qu'elle doit exister que comme mère? On peut être femme et ne pas trouver opportun le moment de devenir mère ou ne pas du tout vouloir devenir mère. Alors là, cette situation de détresse, ce mot détresse, et me paraît comme une sorte de charité faite à la femme. Elle doit, dans les cas extrêmes seulement, avorter. Mais non, notre corps nous appartient, nous avons la liberté de vouloir un enfant, de ne pas vouloir, d'avorter. Enfin, on ne va pas fixer des règles, parce que la détresse, c'est considérer les femmes comme des mineurs, n'ayant pas d'éthique et utilisant l'avortement comme un moyen de se débarrasser du péché, entre guillemets, ce fameux péché d'antan. Et non, mais écoutez, on n'est pas en 1975. 30 années se sont passées. Nous sommes conscientes de l'évolution de notre corps, de notre vie. Nous prenons en main notre vie et ce ne sont pas les hommes seulement, n'est-ce pas, qui doivent guider notre vie, faire les lois, mettre des frontières. La détresse, c'est une frontière à profiter de tout ce qui nous est acquis, à savoir cette volonté. Et cette volonté ne peut pas être restreinte. Je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que là, vous utilisez des éléments relevant de la religion qui, peut-être, ce sont des éléments qui ne sont pas acceptés ou
auxquelles toutes les femmes et tous les hommes ne sont pas totalement sensibles, moins sensibles, plus sensibles. Mais on ne va pas maintenant utiliser des éléments relevant de la morale et de la religion pour parler du corps de la femme et de quelle façon elle doit en disposer. Merci. Merci, Madame Benbassa. Madame Dini. Je ne suis pas sûre que nos collègues députés socialistes aient été bien inspirés en déposant un amendement modifiant l'article L. 2212-1 du Code de la santé publique. Y avait-il un quelconque intérêt à rallumer le feu des passions de la loi Veil? Je crois que non. Mais aujourd'hui, nous sommes devant une nouvelle rédaction de cet article qu'à titre personnel, j'approuve. En effet, si en 1975, il s'est avéré nécessaire de prendre des précautions et de laisser penser qu'ajouter la situation de détresse aiderait à faire passer la loi, on sait depuis lors que cette situation de détresse est de fait le lot de toutes les femmes qui ne souhaitent pas poursuivre leur grossesse. Comment pourrait-il en être autrement? Être enceinte n'est pas anodin, demander et obtenir une IVG, non plus. En est-on encore à considérer les femmes comme des irresponsables? Ne peut-on leur faire confiance quand elles disent qu'elles ne peuvent pas ou ne veulent pas mener leur grossesse à terme? Peut-on croire qu'il n'y a pas de détresse derrière cette décision? C'est si évident qu'il n'est pas nécessaire de l'évoquer formellement. Qui sommes-nous, législateurs, médecins et même conjoints, pour décider de ce qui est le mieux pour la femme qui demande une IVG? Laissons les femmes prendre leurs décisions. Le délai de réflexion et les difficultés qui leur sont imposées actuellement sont suffisamment dissuasifs pour qu'elles aient le temps de confirmer ou d'infirmer leur demande. Je ne vois donc pas pourquoi il faudrait revenir au texte initial et à titre personnel, je voterai contre cet amendement. Je vous remercie, Madame Dini. Monsieur Philippe Bas, vous avez la parole. Vous l'avez demandé, me semble-t-il. Non, je ne la demandais pas. Je crois que le débat a eu lieu. Les arguments ont été énoncés. Mais puisque vous m'offrez de reprendre la parole, je voudrais simplement dire que je ne me suis pas reconnu dans l'analyse qui a été faite par un certain nombre de collègues des arguments que j'ai énoncés. J'ai rappelé tout à l'heure que la loi Veil elle-même repose sur la confiance à l'égard des femmes, leur laisse la liberté de la décision. Il est totalement faux de prétendre que c'est une décision du Conseil d'État de 1980 qui a changé les choses. Dès 1975, la liberté de la femme était affirmée. J'ajoute que, mesdames et messieurs les sénateurs, chers collègues, qui êtes favorables à cette disposition effaçant la notion de détresse de la loi Veil, vous n'avez fait qu'une partie du chemin qu'il va vous falloir faire si vous devez être cohérent avec les arguments que vous avez énoncés, car il reste dans la loi les deux premiers éléments que je citais tout à l'heure. Premièrement, le principe du respect de la vie, de l'être humain dès le commencement de la vie. Vous pouvez en penser ce que vous voudrez, mais il est énoncé dans la loi est défendu par le Conseil constitutionnel comme un principe de valeur constitutionnelle. Et le deuxième élément que vous devrez modifier, c'est celui qui permet l'atteinte à ce principe en cas de nécessité, car vous pouvez supprimer la référence à la situation de détresse de la femme, mais vous n'aurez pas supprimé le fait que l'avortement n'est possible au titre de l'interruption volontaire de grossesse qu'en cas de nécessité. J'ouvre les guillemets et je les referme, c'est les termes mêmes de la loi. C'est pourquoi j'ai pu, je crois, de manière justifiée, parler d'improvisation, car nous sommes en train de légiférer dans des conditions qui, sur le plan juridique, ne sont pas seulement incertaines, mais sont carrément mauvaises, puisque nous mettons la contradiction au cœur même du Code de la santé publique dans les articles qui traitent de l'interruption volontaire de grossesse. C'est non seulement une évolution que je qualifie d'inutile, mais c'est en plus du très mauvais travail législatif. Merci, chers collègues. Madame la présidente Gontier-Morin. Non, c'est vraiment votre intervention, monsieur, qui me fait réagir, parce que je pensais que tous les arguments avaient été énoncés. Je trouve vraiment que votre argument du respect de la vie est particulièrement spécieux, parce qu'il est effectivement dans la loi, mais la loi précise aussi ce que l'on appelle respect de la vie dès le démarrage. Les scientifiques ont tranché.
et font la différence de jusqu'à quand peuvent intervenir des interruptions volontaires de grossesse. Alors, je trouve que vous développez un corpus idéologique, d'ailleurs, qui n'est pas spécifique à la France, puisqu'on voit ce que l'Espagne, la droite s'apprête à faire en Espagne en voulant tellement limiter le droit d'accès à l'IVG qu'il va en rester une portion congrue. Voilà. Je veux dire après d'autres, monsieur, et avec beaucoup de conviction, qu'un acte d'IVG n'est jamais pour une femme un acte banal et que c'est toujours le résultat d'une longue décision et toujours douloureuse. Donc laissez les femmes décider de leur sort, laissez-les enfin accéder aux droits reproductifs et sexuels. Merci, Madame Gontier-Morin. J'ai été saisie d'une demande de scrutin public par les groupes socialistes et UMP sur l'amendement numéro 13 rectifié quater. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable, que l'avis du gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert. Mes chers collègues, plus personne ne demande à voter. Le scrutin est donc clos. J'invite les secrétaires à procéder au dépouillement. Résultat du scrutin 167 sur l'amendement numéro 3 rectifié quater.
Nombre de votants 307, nombre de suffrages exprimés 299, pour l'adoption 110, contre 189. Le Sénat n'a pas adopté. Je mets aux voix l'article 5 inquiet C. Qui est pour voter l'article? Je vous remercie. Qui est contre? Merci. Abstention. L'article est adopté. Voilà pour cet examen de l'article 5. Et vous l'avez donc vu, les sénateurs ont supprimé la notion de détresse pour les femmes voulant avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Tout de suite, on examine un autre article introduit par le gouvernement lors de cette deuxième lecture et qui aborde la question du harcèlement sexuel, notamment celui des femmes militaires. Article 12 bis B. Un amendement 50, Madame la Ministre, je vous sollicite pour le présenter. Merci Madame la Présidente. Je vous l'indiquais dans mon propos introductif, j'ai le plaisir en effet de vous présenter cet amendement gouvernemental qui concerne la défense et notre armée française, dont je vous disais que c'est l'une des plus féminisées au monde. Nous avons voulu, avec mon collègue Jean-Yves Le Drian, qu'elle puisse être aussi exemplaire, cette armée, et en matière en particulier de lutte contre les faits de harcèlement dont les femmes peuvent être victimes au sein de la défense. Donc Jean-Yves Le Drian a annoncé des mesures fortes il y a quelques jours, vous les avez entendues, pour éradiquer les faits de harcèlement, pour qu'ils soient punis, pour que les victimes soient accompagnées, pour que le commandement, lui aussi, soit accompagné pour la prise des décisions adaptées. Et donc, avec cet amendement, en réalité, je vous propose de traduire dans le Code de la Défense, en toutes lettres, cet engagement pris. Concrètement, ça va signifier que les militaires auront les mêmes garanties que tous les autres agents de l'État, qui sont, comme vous le savez, déjà couverts par le statut général du fonctionnaire que nous avions modifié ensemble par la loi du 6 août 2012 sur le harcèlement. Ça signifie que les victimes de harcèlement dans les armées auront désormais le droit à la protection juridique. C'est évidemment un geste fort qui est ainsi engagé. Si vous acceptez de voter cet amendement, ce serait donc un signal et un soutien très actif à la politique vigoureuse qui est aujourd'hui menée par le ministre de la Défense contre ce harcèlement. C'est surtout un soutien et un signal très fort que vous donnerez aux victimes qui attendaient depuis longtemps d'être accompagnées et protégées en la matière. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. L'avis de la Commission sur l'amendement du gouvernement. Il s'agit donc d'un amendement qui ne crée pas de droit nouveau, mais qui a le mérite d'écrire les choses de façon très claire dans le Code de la Défense et donc de rappeler aux militaires l'ensemble des droits et devoirs qui leur incombent ou auxquels ils ont droit en la matière. Donc il nous semble que c'est extrêmement intéressant et que c'est faire œuvre là de pédagogie et de lisibilité. Donc avis favorable. Merci Madame la rapporteure. Je vais mettre aux voix l'amendement du gouvernement. Madame Gontier-Morin. Je vous en prie, Madame la Présidente. Alors, donc la délégation aux droits des femmes attache quand même beaucoup d'importance à cette question des femmes dans notre armée. Et dès novembre 2013, nous avions entendu Madame Françoise Gaudin, haut fonctionnaire à l'égalité au ministère de la Défense, et qui a ainsi été informée des initiatives qui sont mises en œuvre pour encourager la présence des femmes à tous les niveaux et pour améliorer le déroulement des carrières féminines. Dès la parution de l'ouvrage La guerre invisible, qui a suscité, comme on le sait, d'importantes retombées médiatiques sur le sujet difficile du harcèlement sexuel et des violences sexuelles dans l'armée, j'ai, au nom de tous mes collègues, écrit au ministre de la Défense pour lui demander de bien vouloir tenir la délégation aux droits des femmes du Sénat informée des suites de l'enquête qu'il a immédiatement diligentée. J'ai donc assisté le mardi 15 avril à l'école militaire à la présentation du rapport de cette mission d'enquête fait en binôme par le contrôle général des armées et l'inspection générale des armées sur les cas de harcèlement et agressions et violences sexuelles dans les armées. Je proposerai très rapidement à mes collègues de la délégation aux droits des femmes d'entendre les auteurs de ce rapport dans les semaines qui viennent et par ailleurs de suivre avec vigilance l'activité de l'Observatoire de la parité mis en place au ministère de la Défense. Le
le 18 décembre dernier. Je pense que l'on peut que saluer les orientations définies le 15 avril par le ministre de la Défense pour prendre la mesure d'une situation qui concerne toute notre société et dont l'armée n'est évidemment pas à l'abri. J'ai relevé avec beaucoup d'intérêt le souhait de renforcer l'accompagnement tant des victimes que du commandement, parfois démuni face à des situations inhabituelles pour lui, et d'améliorer la transparence et la prévention de ces agissements inadmissibles. Et je retiens les mots prononcés par M. Le Drian et auxquels on ne peut que souscrire. Il n'y a qu'une politique qui vaille, celle de la tolérance zéro. L'amendement qui nous est présenté par le gouvernement permettra de compléter les outils juridiques dont dispose le ministère de la Défense et d'améliorer les garanties offertes aux militaires victimes de harcèlement sexuel. Je me félicite de la réactivité des autorités de la Défense pour faire en sorte que nos armées soient sur ce plan comme sur d'autres exemplaires. Donc évidemment, nous voterons cet amendement du gouvernement. Merci Madame la Présidente de la délégation aux droits des femmes. Y a-t-il d'autres explications de vote sur cet amendement? Je n'en vois pas, donc je le mets aux voix. Un avis favorable de la Commission. Qui est pour? Je vous remercie. Contre? Abstention? L'amendement est adopté. Je mets aux voix l'article 12 bis B. Qui est pour voter cet article? Merci. Qui est contre? Abstention? L'article est adopté. Le 13 bis est toujours supprimé. Nous arrivons à l'article 14. Madame Cohen, une parole sur l'article. Oui, parce que l'égalité ne peut pas se faire en demi-mesure, parce que l'égalité ne peut être conditionnée à la régularité du séjour, parce que l'égalité implique une politique décidée envers tous, sans discrimination, sans exclusion. Je voudrais évoquer la situation des femmes étrangères victimes de violences conjugales. En effet, ces femmes en situation irrégulière sont plus couramment confrontées à des situations de discrimination et de violence. En tant que personnes étrangères, les lois sont plus restrictives à leur égard. Oui, dans les faits, malgré les quelques dispositions protectrices encore très insuffisantes, nous constatons que ces femmes, parce qu'elles sont en situation irrégulière, se voient dénier un certain nombre de leurs droits fondamentaux, car il y a de nombreux obstacles avant qu'elles ne puissent porter plainte pour les violences subies. Par ailleurs, elles ne peuvent pas assurer pleinement la défense de leurs droits devant les tribunaux et ne peuvent pas accéder à certains types d'hébergement. Si des lois ou des circulaires ouvrent des perspectives pour améliorer la jouissance et l'accès effectif aux droits pour ces femmes, ces textes restent insuffisants, méconnus ou mal appliqués, et donc il est de notre devoir d'y remédier. Il nous est proposé de revenir sur ce sujet dans un autre texte, mais je rappellerai que ces femmes font partie de celles qui tombent jour après jour sous les coups de leurs conjoints. L'urgence ne permet plus d'attendre. Je suis ainsi persuadée que le présent texte est le véhicule approprié pour avancer, quitte à poursuivre ce travail si c'est nécessaire. Les violences sont multiples à l'égard de ces femmes, psychologiques tout d'abord. Pour elles, cela se traduit souvent par un chantage au papier, puisque la dépendance administrative est forte. Si tu me quittes, tu perds tes papiers. La confiscation du passeport ou le refus de délivrer certains documents nécessaires à la régularisation. Dans ces violences, on retrouve aussi le contrôle de l'emploi du temps de son conjoint, d'autant que l'isolement de ces personnes est un facteur qui favorise ces mêmes violences. Il arrive également que les pressions psychologiques viennent de la famille de la victime qui refuse l'idée de la séparation ou du divorce. Les violences sont également physiques, elles sont les plus faciles à détecter, normalement, car généralement elles marquent le corps de la victime. Cependant, il faut que la victime les fasse constater par un médecin et cela n'est pas toujours évident pour les femmes étrangères qui ne font pas la démarche, parfois par ignorance ou même par peur, parce que le médecin est le même que celui de leur conjoint. Les violences peuvent être également sexuelles. Les femmes étrangères qui ont vécu ces violences éprouvent beaucoup de difficultés à évoquer une violence liée à la sexualité qui reste associée au devoir conjugal. Et cela est d'autant plus vrai que pour les femmes étrangères dont les sociétés d'origine ou le statut de femme est différent de celui des hommes. Et malheureusement, mes chers collègues, à ces violences se surajoute une violence d'un autre type, la violence administrative. Vous le savez, les personnes qui peuvent prétendre à l'obtention d'un titre de séjour en tant que partenaire d'eux doivent justifier de leur communauté de vie avec cette
dernière. Il existe ainsi un fort lien de dépendance administrative. Or, les situations de violence au sein du couple entraînent généralement rupture de la communauté de vie et cela peut avoir des implications sur la régularité du séjour. La loi pour les conjoints français ou pour les personnes qui se marient avec un conjoint étranger qui a une vie régulière et stable en France prévoit la délivrance d'un titre de séjour d'1 an renouvelable. En cas de violence conjugale, la délivrance de ce titre de séjour est prévue, mais encore faut-il prouver les violences subies. La preuve des violences reste donc problématique et ce de manière générale. Or, de la preuve que l'on va apporter découle la reconnaissance des droits et la reconnaissance de la qualité de victime. À ce problème majeur de preuve s'ajoute celui de l'accès à l'aide juridictionnelle. Des femmes souhaitent se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel dans le cadre des poursuites pénales engagées suite à leur plainte en raison de violences subies. D'autres souhaitent demander le divorce. Or, étant en situation irrégulière, elles ne peuvent pas, en principe, prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elles se retrouvent donc de fait dans l'incapacité de se défendre. Nous devons compléter ce dispositif législatif existant sans plus attendre. Tels sont les objectifs de nos amendements qui ne constituent qu'une première étape. N'hésitons pas ensuite à proposer l'élargissement du bénéfice de l'aide juridictionnelle à toutes les personnes étrangères sans condition de séjour, notamment dans les procédures de divorce ou de garde d'enfants. N'hésitons pas non plus à supprimer les taxes pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour, transposant la directive européenne sur la qualification pour permettre une meilleure prise en considération du genre dans les demandes d'asile. Mettons en place des formations pour que les lois soient effectivement appliquées sans que soit opposée la situation administrative, élément avancé souvent de manière illégale lors d'un dépôt de plainte ou de l'ouverture d'un compte bancaire. C'est l'objet des amendements que nous allons présenter. Tout à l'heure, pour les entreprises, on a parlé de double peine et Madame la ministre nous a encouragés à ne pas voter pour les amendements qui étaient présentés à cause d'une double peine, voire d'une triple peine en direction des entreprises. Et bien là, par nos amendements, nous souhaitons que les femmes d'origine étrangère ne soient pas victimes d'une double, voire d'une triple peine. Merci Madame Cohen. L'amendement 27 rectifié, qui le présente? Madame David. Je considère qu'il a été présenté par l'amendement, par la parole sur l'article. Je crois que très rapidement, c'est un amendement qui vise à rétablir la version du projet de loi initial tel qu'adopté en première lecture au Sénat. Je ne serai donc pas plus longue pour le défendre. Merci beaucoup. Madame la rapporteure, un avis sur le 27 rectifié. Ce sera une demande de retrait dans la mesure où l'ordonnance visée sera publiée en juin et donc je pense que l'ordonnance qui vous satisfera sera publiée avant même que la loi soit totalement votée et donc applicable. Donc demande de retrait. Merci Madame la ministre. Pour les mêmes raisons, les mêmes arguments, demande de retrait. Je vous remercie. Madame Cohen. Il est retiré. Je vous remercie. J'ai un vote sur l'article 14. Qui est pour voter l'article 14? Merci. Qui est contre? Abstention. Il est adopté. Après l'article 14, je suis saisie de 2 amendements et d'un sous-amendement en discussion commune. Le 28, qui le présente? C'est Madame David. Oui, merci Madame la Présidente. Je serai brève puisque ma collègue Laurence Cohen a bien situé les points que nous souhaitons défendre et par cet amendement, nous souhaitons compléter les dispositions adoptées à l'article 14 du présent projet de loi concernant la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Il prévoit ainsi de compléter l'article L. 311-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour que l'autorité administrative puisse aussi délivrer aux personnes dont la vie commune a été rompue suite à des violences au sein du couple un titre pluriannuel. Il s'agit en effet de pouvoir laisser à ces victimes étrangères le temps de se rétablir après leur mise en sécurité puis de se reconstruire. Merci Madame David. Le 29, vous le présentez également? Ou Madame Cohen? Merci. Cet amendement vise à compléter des modifications introduites par la rapporteure de la Commission des lois du Sénat à l'article 14 ter A.
Donc cet article garantit à la personne étrangère victime de violences de la part de son conjoint que son titre de séjour, y compris dans les cas où ce titre a été délivré dans le cadre du regroupement familial, ne lui soit pas retiré et qu'il pourra être renouvelé lorsque la rupture de la vie commune est le fait du conjoint violent. Cet amendement propose d'aller un peu plus loin en prévoyant qu'en cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf évidemment si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, non pas une carte de séjour temporaire, mais une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale. La délivrance d'un titre pluriannuel, comme indiqué dans le rapport L'égalité pour les femmes migrantes du 20 février 2014, donne à ces personnes qui sont victimes de violences conjugales le temps de se rétablir après leur mise en sécurité, puis de se reconstruire. Ce titre peut aider à cette reconstruction car il facilite l'accès à un hébergement, à un emploi et donc permet de prendre le temps de reprendre pied dans la vie. Madame Cohen, je vais demander à Madame Meunier de présenter le sous-amendement. Retrait? D'accord, merci. Bien, Madame la rapporteure, votre avis sur ces amendements, les amendements restants en discussion? Donc l'argumentaire sera le même pour les amendements 28 et 29, à savoir que le champ d'application de ces dispositions dépasse largement le cadre du projet de loi que nous examinons aujourd'hui. Il faudrait que ce soit examiné, il faudra que ce soit examiné très prochainement dans le cadre de l'examen du projet de loi sur le droit au séjour. Et le Premier ministre s'est très récemment engagé sur le fait que ce sera rapidement fait. Donc, demande de retrait ou à défaut, avis défavorable. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Madame la ministre. Oui, mesdames, messieurs les sénateurs, outre que parfois les amendements en question paraissent un peu éloignés du sujet protection des femmes étrangères victimes de violences, ils sont surtout prématurés et anticipés par rapport à un texte qui va arriver bientôt. Le projet de loi sur l'immigration devrait être présenté au Conseil des ministres à l'été. Donc moi, je suggère en effet que nous réservions cette discussion pour ce texte qui vous sera présenté par Bernard Cazeneuve. Et en l'état, je vous demande de bien vouloir retirer ces amendements. Je vous remercie, Madame la ministre. Madame Cohen. Je veux bien entendre l'argumentation de Madame la ministre, puisque là, elle semble affirmer que ça va se faire très rapidement. Je regrette, on va les retirer, mais je regrette qu'on ne puisse pas profiter de cette loi pour commencer ce travail, parce que je pense que c'était un bon véhicule. Et donc, je trouve ça dommage de perdre du temps pour ces personnes qui sont victimes de violences et qui, elles, peuvent encore, malheureusement, entre aujourd'hui et au moment où la loi va sortir, peuvent encore vivre de graves violences. Donc, je le regrette. J'entends en même temps ce que vient l'engagement de Madame la ministre et donc nous retirons nos amendements. Je vous remercie, Madame Cohen. Deux amendements et un sous-amendement faisant l'objet d'une discussion commune. C'est également Madame David qui le présente. Vous avez la parole, Madame la Présidente. Oui, merci, Madame la Présidente, même si je devine déjà les arguments qui vont nous être opposés pour nous demander le retrait de ces amendements. Il n'empêche que je souhaite malgré tout les présenter, puisque cet amendement a pour objet de rétablir une disposition sur laquelle nous avions pu trouver une majorité en première lecture ici au Sénat pour le faire adopter. Il s'agit, je le rappelle, de modifier la rédaction du premier alinéa de l'article L316-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions, témoigné dans une procédure pénale ou bénéficiant de mesures de protection. Sont notamment concernées les victimes de la traite des êtres humains, afin de permettre que ces personnes puissent bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour et que cette délivrance soit déconnectée du dépôt de plainte ou d'un témoignage, tant l'on sait que dans ces affaires de traite d'êtres humains, les victimes hésitent très souvent à porter plainte et même à témoigner, aussi par peur de représailles contre leur famille et leurs proches. Je veux de plus rappeler que ces délivrances sont extrêmement variables d'une préfecture à l'autre, et bien qu'une circulaire datée, je crois, du 5 février 2009 en prévoyait pourtant la possibilité, il faut donc clairement l'inscrire dans le CDSA pour
éviter ces inégalités de traitement d'une préfecture à l'autre. Merci, Madame David. Le 34, Madame Benbassa. Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à rétablir un article adopté au Sénat dans une rédaction différente afin de répondre aux objections apportées par le gouvernement. Actuellement, selon le deuxième alinéa de l'article L. 316-1 du CESEDA, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné. Elle n'est pas délivrée de plein droit malgré les risques qu'a pu prendre la personne. Dans les faits, seules 38 cartes de séjour temporaires ont été délivrées en 2012 à des personnes victimes de la traite qui ont déposé plainte ou témoigné dans une procédure pénale. Cette rédaction ne tient pas non plus compte du fait que de nombreuses procédures sont classées sans suite ou annulées pour des raisons très diverses. L'objet de cet amendement est alors de sécuriser le parcours des personnes ayant déposé plainte ou témoigné en permettant qu'une carte de résident puisse leur être délivrée dans ce cas. Voilà. Madame Benbassa. Madame la ministre, vous présentez le sous-amendement 58. Pardon? Oui, si vous voulez. Non, il y a un sous-amendement 58 qui est présenté par le gouvernement. Je souhaiterais que vous le présentiez. Pardonnez-moi, Madame la Présidente, en fait, mon interrogation, c'était comme mon sous-amendement vient donc sous-amender par définition l'amendement 34 de Madame Benbassa, je voulais simplement préciser pourquoi est-ce que, comme je l'indiquais tout à l'heure, je souhaitais que nous trouvions une voie sur cette question sans pouvoir cependant accepter votre amendement, Madame Benbassa, parce que votre amendement 34 reviendrait à ouvrir la délivrance de la carte de résident pour une condamnation non définitive, voire pour un classement sans suite. Donc c'est ça qui me dérange dans la rédaction que vous avez proposée. En revanche, si vous acceptez mon sous-amendement, donc, nous consoliderons le droit des victimes dès lors que les proxénètes ont été condamnés définitivement à ce moment-là. Donc, je propose que nous puissions en effet permettre la délivrance de cette carte de résident à partir du moment donc, où les proxénètes ont été condamnés définitivement. Voilà, si vous êtes, mesdames et messieurs les sénateurs, favorables au sous-amendement que je propose, alors on sera en mesure d'accepter l'amendement 34, donc sous-amendé. Et du coup, j'en profite pour répondre peut-être sur l'amendement 30. Sur l'amendement 30, même difficulté, c'est qu'il serait paradoxal de demander une délivrance de carte de résident alors même que les poursuites pénales auraient pu être abandonnées. Or, c'est ce que permet aujourd'hui votre amendement, puisqu'il prévoit l'obligation de délivrer un titre de séjour temporaire à une personne qui en accuse une autre de traite des êtres humains, quelle que soit la réalité de cette accusation. Donc, il ne me semble pas possible d'être favorable à l'amendement 30. Je vous demanderai de bien vouloir le retirer. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Avant de demander l'avis de notre rapporteur sur ces amendements, je vais d'abord demander à Madame Benbassa si elle est d'accord pour le sous-amendement du gouvernement. Nous aurions bien sûr préféré que la condamnation définitive de l'auteur ne soit pas une condition nécessaire pour l'obtention d'un titre de séjour. Les raisons d'un classement sans suite peuvent être très diverses et les personnes ayant porté plainte ou témoigné se sont dans tous les cas mises en danger. Mais toute avancée doit être considérée comme positive et nous votons donc, enfin, nous sommes pour ce sous-amendement proposé pour le gouvernement. Je vous remercie, Madame Benbassa. Donc, je peux à ce moment-là demander l'avis de la Commission sur ces deux amendements et ce sous-amendement. Sur l'amendement 30, la Commission a la même position que le gouvernement et pour les mêmes arguments que vous aviez d'ailleurs déjà un petit peu anticipé. Sur le 34, la Commission avait émis un avis défavorable mais n'a pas pu prendre connaissance de l'amendement 58 du gouvernement. Néanmoins, je m'autorise à penser que la Commission aurait sans doute émis un avis de sagesse
puisque Madame Benbassa a accepté le sous-amendement 58. Et à titre personnel, les modifications ainsi apportées m'amèneraient à donner un avis plutôt favorable. Mais à titre personnel, je n'ai pas consulté la commission, bien évidemment. Je vous remercie de ces précisions et de cette rigueur, Madame la rapporteure. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 30. Ah oui, Madame David. Oui, Madame la Présidente, nous avons été sollicités pour un retrait, mais celui-ci, nous allons le maintenir parce qu'en première lecture ici même, nous avions obtenu une majorité pour adopter cet amendement. Donc je trouve un peu regrettable que cette fois-ci, nous n'ayons plus cette même majorité pour pouvoir l'adopter, d'autant que nous connaissons toutes et tous des situations où des personnes en situation irrégulière ont été amenées à témoigner et n'ont pas pu bénéficier de cette carte de séjour temporaire pour pouvoir rester sur le territoire. Et même après, d'ailleurs, parfois certains jugements et certaines condamnations, ces familles-là ont eu les plus grandes peines du monde à pouvoir être régularisées et à pouvoir en tout cas avoir le droit au travail pendant le temps de leur titre provisoire de séjour, le temps que durait la procédure. Donc c'est vrai que nous souhaitions également par cet amendement que cette carte de séjour temporaire ouvre le droit à l'exercice d'une activité professionnelle, ce qui permettrait à ces personnes de pouvoir vivre tout à fait normalement en travaillant sans être obligées d'en faire appel en plus à la solidarité de tiers autour d'eux. Donc nous maintenons cet amendement et je regrette que notre l'avis ne soit plus celui entendu lors de la première lecture ici même au Sénat. Je vous remercie, Madame David. Je mets donc aux voix l'amendement 30 présenté par Madame David. 2 avis défavorables. Qui est pour? 4, 5. Pour, oui. Oui, pour. Je vous remercie. Qui est contre? 6. Abstention, il n'est pas adopté. L'amendement 34, donc je vais commencer par mettre aux voix le sous-amendement 58, donc un avis de sagesse de la commission et un avis favorable personnel du rapporteur. Qui est pour voter ce sous-amendement? Merci. Qui est contre? Abstention, le sous-amendement est voté. Je fais donc voter le 34 ainsi sous-amendé. Qui est pour? Merci. Contre? Abstention. L'amendement est adopté. L'article est ainsi rétabli. Article 14 ter A. 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Madame Cohen, vous présentez le 31. Oui, cet amendement vient préciser et compléter des dispositions adoptées à l'Assemblée nationale. Il s'agit en effet de prendre en compte, dans les articles cités du CESEDA, les personnes victimes de violences exercées au sein de la famille, afin qu'elles puissent bénéficier d'une carte de séjour. Dans la mesure où une situation de violence familiale, vous le savez bien, mes chers collègues, peut avoir des conséquences sur la communauté de vie. En première lecture au Sénat, la difficulté pour ces personnes d'être protégées avait été appréhendée par l'adoption de l'article 14 quater, dont nous demandons d'ailleurs le rétablissement après sa suppression à l'Assemblée nationale, à l'amendement numéro 32. Merci, Madame Cohen. Le 37 rectifié, Madame Benbassa. Introduit par le Sénat en première lecture, l'article 14 quater permettait la délivrance et le renouvellement de titres de séjour aux personnes victimes de violences exercées au sein de la famille. Attirant l'attention sur la difficulté que posait le caractère automatique de la délivrance du titre de séjour et considérant que l'autorité administrative doit conserver une marge d'appréciation, un pouvoir discrétionnaire en la matière, les députés ont supprimé cet article. Les auteurs du présent amendement considèrent que les victimes de violences familiales doivent absolument être prises en compte et proposent une nouvelle rédaction qui ne remet pas en cause le pouvoir discrétionnaire du préfet. Je vous remercie. Madame la rapporteure, votre avis sur ces 2 amendements?
Sur ces deux amendements, l'avis sera défavorable. Tout d'abord, en raison du large spectre représenté par les violences familiales qui sont aujourd'hui relativement peu définies et qui dépassent donc largement les violences conjugales. Et deuxièmement, parce que le statut de pacsé ou de concubin aujourd'hui n'est pas créateur de droits en matière de séjour. Donc ce n'est pas en matière de droit, une fois de plus, la même façon d'aborder les choses que pour les personnes mariées. C'est-à-dire qu'il ne peut notamment pas y avoir le chantage, si tu me quittes, tu n'as plus droit au séjour, etc. Donc pour ces raisons-là, et non pas parce qu'on ne veut pas protéger bien évidemment ces victimes-là, mais pour ces raisons-là, avis défavorable. Il faut sans doute revoir les choses dans un autre texte avec un autre vecteur législatif. Merci, Madame la rapporteure. Madame la ministre, votre avis sur ces deux amendements? Oui, je partage les arguments, je ne vais pas les répéter, de Madame la rapporteure. J'ajouterai par ailleurs que l'amendement 36 ne préserve pas en effet la marge d'appréciation du préfet et que ça c'est problématique. Je pense qu'il faut pouvoir la préserver. Donc pour l'ensemble de ces raisons que je ne répète pas, je vous demanderai de bien vouloir retirer ces amendements. Merci. Merci. Vous êtes sollicité pour un retrait. Vous le maintenez. Madame Benbassa également, vous maintenez votre amendement. Donc je vais mettre aux voix l'amendement 31 présenté par Madame Cohen. Deux avis défavorables. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Merci mes chers collègues. Abstention? Il n'est pas adopté. Même vote pour le 37 rectifié? Même vote, je vous remercie. Il n'est pas adopté. Le 36, Madame Benbassa. Cet amendement vise à préciser et compléter les dispositions adoptées à l'Assemblée nationale. En effet, l'article L. 313-12 du CESEDA protège les femmes mariées étrangères si la communauté de vie est rompue en raison de violences familiales. Cet article ne protège donc pas les personnes qui vivent en concubinage, qui sont pacsées ou qui ne sont pas entrées via le regroupement familial, comme les conjoints de bénéficiaires de la protection internationale ou les conjoints de citoyens communautaires. Pour une meilleure protection des femmes victimes de violences, cet amendement propose d'inclure dans ce dispositif législatif toute personne victime de violences au sein du couple qui ne serait pas en mesure de demander une ordonnance de protection. Merci. Je vous remercie, Madame Benbassa. L'avis de la Commission. Cet amendement vise au même objectif que l'amendement numéro 31 de Madame Kuckerman que nous venons d'examiner, donc pour les mêmes raisons, de retrait ou avis défavorable. Merci, Madame la rapporteure. Même avis? Même raison, même conclusion. Merci. Merci. Vous le retirez? Vous le maintenez? Bien, écoutez, je vais les mettre aux voix. Deux avis défavorables. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Merci, mes chers collègues. Abstention, il n'est pas adopté. Nous sommes arrivés à l'article 14 ser A. Un vote sur l'article. Qui est pour voter l'article? Merci, mes chers collègues. Qui est contre? Abstention, l'article est adopté. Même vote pour le 14 ser. Même vote, je vous remercie. Article 14 quater. Le 32, qui le présente? Madame Cohen. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Cet amendement qui propose de rétablir l'article 14 quater voté en première lecture dans cet hémicycle traite du même sujet que l'amendement numéro 31 puisqu'il vise aussi à prendre en compte les personnes victimes de violences qui sont exercées dans l'espace public, le lieu de travail ou au sein de la famille. Je pense notamment aux cas de victimes très majoritairement des femmes, de mariage forcé, de mutilation sexuelle, de traite, des violences qui, nous le savons, peuvent s'exercer hors du cadre conjugal. Oui, merci Madame Cohen. Madame la rapporteure, votre avis? Oh. Dans sa rédaction, cet amendement vise à délivrer une carte de résidence à toute personne qui serait victime de violences dans l'espace public notamment et donnerait lieu à d'innombrables détournements de la procédure. Donc pour cette raison, avis défavorable. Merci Madame la Ministre. Avis défavorable. Je vous remercie. Je le mets aux voix. Deux avis défavorables. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Merci. Abstention. Il n'est pas adopté. Le 14 quater, la suppression est maintenue. À l'article 14 quinquies, Madame Benbassa, le 38.
à préciser et compléter les dispositions adoptées à l'Assemblée nationale. En effet, il existe dans le CESEDA des dispositions permettant la délivrance et le renouvellement de cartes de séjour pour les seules personnes victimes de violences conjugales ou victimes de la traite des êtres humains qui portent plainte ou témoignent. Le présent amendement a alors pour objet d'étendre ce dispositif aux personnes victimes de violences qui sont parties prenantes à une procédure civile ou pénale liée aux violences subies. Merci Madame Belmassa. Madame la rapporteure, votre avis sur cet amendement? Cet amendement est déjà en partie satisfait puisqu'aujourd'hui le préfet peut déjà délivrer des titres de séjour en cas de violence. Les discussions lors de la première lecture ont même permis de prolonger ces dispositions et ces cartes de résidence jusqu'à la fin des procédures suite à des amendements proposés par Madame Joanneau. Et pour le reste, le terme de partie prenante, enfin le fait de délivrer des cartes de séjour à toutes les parties prenantes à une affaire civile ou pénal est un petit peu trop ouvert ou trop large pour donner un avis favorable. Donc pour ces raisons, avis défavorable. Merci Madame la rapporteure. Madame la ministre. Oui, l'avis sera défavorable également, Madame la sénatrice, en insistant sur ce que vient de dire Madame la rapporteure, à savoir que la disposition est déjà satisfaite, puisque le préfet peut d'ores et déjà délivrer un tel titre de séjour dans ce type de circonstances, en se fondant sur des critères humanitaires notamment, et sur les violences conjugales en particulier. Madame la ministre, retrait? Merci. Nous sommes arrivés à l'article 14 quinquies, un vote sur l'article. Qui est pour? Qui est pour l'article? Merci. Qui est contre? Abstention. L'article est adopté. Même vote pour le 15 bis, mes chers collègues, même vote. Je vous remercie. À l'article 15 quater, un amendement 20 rectifié terre. Madame Gontier-Morin, vous avez la parole, Madame la Présidente. Merci. Nous avons souhaité, avec cet amendement, réintroduire une disposition qui avait été adoptée en première lecture au Sénat, et ceci pour deux raisons au moins. Cet article 15 quater prévoit en effet la remise par le gouvernement d'un rapport annuel dressant le bilan de l'application de la loi en matière de traitement des violences envers les femmes sous toutes leurs formes et sa présentation devant le Parlement. Nous savons que dans la lutte contre les violences, l'outil statistique est indispensable. Je pense notamment à l'enquête nationale de 2000 qui fait référence et avait permis de révéler l'ampleur des violences conjugales et contribuer à une prise de conscience des pouvoirs publics. Le gouvernement Fillon avait rejeté la création d'un observatoire national des violences envers les femmes et décidé de confier le suivi statistique des violences envers les femmes à l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, ce que j'avais déploré. Depuis, votre gouvernement, Madame la Ministre, a mis en place la MIPROF, la mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains, pilotée par Ernestine Renet, pionnière sur ces questions, notamment au travers de l'Observatoire des violences, créé en Seine-Saint-Denis, que nous connaissons bien à la délégation. Une des missions de la MIPROF est bien de mener des enquêtes et des études pour collecter les éléments statistiques sur les violences faites aux femmes et sur leur évolution. Ce rapport permettrait ainsi qu'un bilan annuel soit présenté au Parlement par le gouvernement, qui pourra donc s'appuyer sur la MIPROF. Son inscription dans la loi ne me paraît donc pas redondant avec l'existence de cette même MIPROF, mais bien complémentaire. Faut-il le rappeler, en matière de réduction des inégalités, la volonté politique est importante. Ainsi, pour mémoire, la loi de 2016 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs ne prévoyait-elle pas déjà la mise en place d'un rapport par le gouvernement tous les 2 ans, d'un rapport sur la politique nationale de lutte contre les violences au sein des couples, qui n'a été publié qu'une seule fois en 7 ans. Deuxième raison pour défendre cet amendement, il prévoit que chaque département se dote d'un dispositif d'observation placé sous la responsabilité du préfet et en coordination, bien sûr, avec la MIPROF. Et nous sommes bien là aussi au cœur d'une des missions de la MIPROF, auquel je tiens particulièrement, qui doit permettre d'impulser une mise en synergie à l'échelon local pour déployer tout un réseau d'acteurs mobilisés pour faire reculer
ces violences subies par les femmes. Je peux témoigner de l'importance de cette mise en synergie des acteurs et des partenaires locaux qui, pour prendre corps, a besoin d'être impulsé, coordonné, dynamisé. Avec la délégation, nous avons pu à plusieurs reprises constater le rôle moteur que jouait un observatoire à l'échelon local, comme en Seine-Saint-Denis, qu'il s'agisse des violences faites aux femmes, d'éducation à la sexualité, d'actions de prévention des comportements sexistes violents dans les établissements d'enseignement secondaire. Merci Madame la Présidente. L'avis de la Commission sur cet amendement? Certes, le Sénat, en séance publique, avait effectivement adopté cette disposition en première lecture, mais contre l'avis de la Commission des lois, qui avait émis un avis défavorable. Les raisons sont les mêmes. La Commission est, de façon assez générale, contre les rapports systématiques, puisque le Parlement peut demander à tout moment au gouvernement des rapports et des points de situation. Et puis, il nous semble excessif d'imposer à chaque département de se doter des moyens nécessaires. La MIPROF est là et peut sans doute aller collecter les données. Donc pour l'ensemble de ces raisons, la Commission est restée sur son avis initial et a émis un avis défavorable. Merci Madame la rapporteure. Madame la ministre. Oui, Madame la Présidente de la délégation, vous avez merveilleusement bien exposé ce que fait la MIPROF, donc je n'y reviendrai pas. Je dirais simplement que de fait, c'est elle qui répond à notre besoin aujourd'hui de suivi régulier, de statistiques et aussi de résultats dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc je crois que la MIPROF répond en grande partie à votre souhait d'avoir davantage d'informations et plus régulières. Ayez d'ailleurs à l'esprit que la MIPROF a été chargée de conventionner aussi avec des partenaires locaux et c'est ainsi que des partenariats sont noués depuis quelques mois avec La Réunion, avec la Seine-Saint-Denis, avec l'Allier. D'autres départements sont en train de s'engager. Donc il y a ce travail-là de suivi. Et puis par ailleurs, chaque année, je défends, moi, devant les assemblées, un document de politique transversale qui porte sur l'action du gouvernement en faveur de l'égalité femmes-hommes. Et dans ce document, il y a un volet important sur la lutte contre les violences qui porte à la fois sur l'application de la loi et sur les moyens mis en œuvre sur le terrain pour faire reculer les violences. Je crois que c'est un exercice qui doit permettre de répondre à la nécessité que vous avez développée de présenter les résultats chiffrés de notre politique et les perspectives. Donc je pense que votre requête en réalité est déjà satisfaite et je vous demanderai de bien vouloir retirer cet amendement. Je vous remercie Madame la Ministre. Madame la Présidente, vous maintenez l'amendement? Retrait, je vous remercie. L'article 15 quater, la suppression est donc maintenue. À l'article 15, quinquies A, Madame la rapporteure, je vous sollicite pour présenter l'amendement 54 au nom de la Commission des lois. Il s'agit d'une correction d'une erreur matérielle. Je vous remercie. L'avis du gouvernement? Avis favorable. Je vous remercie. Je le mets aux voix. Un avis favorable du gouvernement sur une erreur matérielle. Pour? Merci. Contre? Abstention? Il est adopté. Article 15, quinquies A. Un vote sur l'article, mes chers collègues. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Abstention? L'article est adopté. Article 15, quinquies, amendement 11, qui est présenté par M. Val. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement reprend une disposition que la Haute Assemblée avait adoptée en première lecture. L'article 34 de la loi du 9 juillet 2010 fait obligation aux autorités consulaires françaises de prendre les mesures nécessaires au rapatriement des victimes de violences volontaires ou d'agressions sexuelles commises à l'étranger dans le cadre d'un mariage forcé. Il vous est proposé d'étendre ce dispositif aux victimes de violences sexistes telles que le viol, l'avortement forcé, la séquestration ou les coups, que ces violences soient commises ou non dans le cadre d'un mariage forcé. Merci Monsieur Val. L'avis de la Commission sur l'amendement numéro 11. Cet amendement pose de nombreuses questions qui ne sont pas résolues, même si, bien évidemment, on ne peut pas se dire qu'il ne faudrait pas aider toutes ces victimes et les rapatrier. Dans les questions qui sont posées, il y aurait notamment la nécessité pour les consulats de se prononcer sur la nature d'infraction sans qu'il y ait pour autant eu d'enquête policière ou judiciaire sur le sujet. Il y aurait des risques de contentieux quand il pourrait y avoir, par exemple, des infractions reconnues
par l'État français, mais pas reconnu par le droit des pays concernés. On ne mesure que très très mal, même pas du tout, le nombre de personnes qu'il faudrait rapatrier et si nous en aurions ou pas les moyens. Donc au jour d'aujourd'hui, le rapatriement suite au mariage forcé est quelque chose qui se met en place progressivement, qui est déjà difficile à mettre en place correctement. Donc pour l'ensemble de ces raisons, avis défavorable de la Commission. C'est pas du copier-coller. Merci. Madame la ministre. Oui, monsieur le sénateur, évidemment, là encore, on ne peut que partager votre objectif et pourtant, je rejoindrai les arguments développés par madame la rapporteure parce que le rapatriement pour cause de violence ou d'agression sexuelle commise dans le cadre d'un mariage forcé fait figure d'exception aujourd'hui. C'est vrai que nous sommes en train de le mettre en œuvre et de le faire prendre en charge par nos consulats de la façon que nous voulons la plus efficace possible. La rédaction que vous proposez élargit tellement le périmètre que nous savons que ça ne serait pas réaliste et réalisable et que même ça risquerait d'être contre-productif par rapport au premier objectif de lutte contre le mariage forcé. Donc moi, je propose qu'on en reste à ce premier objectif pour le moment et je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement. Merci Madame la Ministre. Monsieur Val, vous êtes sollicité. Retire l'amendement. Merci. La suppression est donc maintenue. Nous arrivons à l'article 15 septies. Un vote sur l'article 15 septies. Qui est pour l'article? Qui est pour l'article? Merci. Qui est contre? Abstention. L'article est adopté. Même vote pour l'article 16. Même vote. Même vote pour le 16 bis. Merci. Article 17. Madame Benbassa, l'amendement 39. L'article 17 a pour objet d'étendre l'obligation faite aux hébergeurs et fournisseurs d'accès à Internet de mettre en place des dispositifs de signalement des contenus illicites ayant trait aux contenus sexistes ou homophobes. L'alinéa ne vise pas à interdire ces contenus qui peuvent déjà être bloqués, mais seulement à instaurer une obligation spécifique aux FAI et hébergeurs. Cela permettrait d'engager la responsabilité civile et pénale des hébergeurs dès lors qu'ils n'empêcheraient pas l'accès à des contenus illicites dont ils auraient eu connaissance. Or, le Conseil constitutionnel a déjà noté, je cite, la difficulté fréquente d'apprécier la licéité d'un contenu. On peut signaler qu'en 2012, la plateforme du ministère de l'Intérieur a recueilli 120 000 signalements, mais que seulement 1 329 ont été transmis pour enquête à la police. La voie officielle de signalement au moyen du site internet signalement.gouv.fr nous semble plus efficace et rapide. Au moment où le gouvernement appelle à une remise à plat des différentes règles et évoque un habeas corpus numérique, il semble nécessaire d'attendre ces conclusions avant d'élargir encore le champ de cet article. Vous voulez présenter le suivant, Madame Benbassa? C'est un amendement de repli, je pense. Il s'agit là d'un amendement de repli par rapport à l'amendement de suppression de l'article 17. La loi pour la confiance dans l'économie numérique de 2004 oblige les hébergeurs à permettre aux internautes de leur signaler facilement les contenus hébergés relevant de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale, de la pornographie enfantine, de l'incitation à la violence, notamment de la violence faite aux femmes ou des atteintes à la dignité humaine. Cet article ajouterait à cette liste les contenus incitant à la haine à raison du sexe, de l'orientation ou de l'identité sexuelle ou d'un handicap. Or, la jurisprudence du régime des hébergeurs a évolué depuis 2004 afin d'inciter ceux-ci à supprimer tout contenu potentiellement illicite qui leur aurait été signalé afin d'éviter tout risque juridique. Cette situation aboutit à un encouragement à la censure privée sans l'intervention d'un juge et mène à des retraits de contenus parfaitement licites. Ainsi, en élargissant ce dispositif de signalement, cet article encouragerait encore davantage ce type de dérive, déléguant à des acteurs privés plutôt qu'au pouvoir public la lutte contre les propos haineux diffusés sur Internet à l'encontre des femmes et des minorités.
Cet amendement propose de replacer les pouvoirs publics au cœur de ce système de signalement en laissant les destinataires directs, notamment au moyen de la plateforme Pharos, créée à cet effet mais largement sous-exploitée et sous-dotée. Cette situation sauvegarderait l'état de droit en donnant les moyens aux autorités de poursuivre les infrastructures signalées et en laissant à l'autorité judiciaire une compétence exclusive dans la censure des abus à la liberté d'expression. Enfin, un tel dispositif permettra au pouvoir public d'être en contact direct avec les victimes de propos tenus en ligne, ainsi de faciliter la mise en œuvre d'une véritable politique afin de les accompagner et de les défendre. Merci. Je vous remercie, Madame Benbassa. Je vais demander à notre rapporteur un avis sur les deux amendements. Alors, en ce qui concerne l'amendement 39, la Commission avait émis un avis une première fois et persisté sur cet avis et considère que les dispositions de l'article 17 sont justifiées par la nécessité de mieux lutter contre certaines formes de violence et d'incitation à la discrimination. Donc, demande de retrait ou avis défavorable. Et pour ce qui concerne le 40, la Commission pense que cela remettrait largement en cause l'équilibre du dispositif de la loi dans la confiance de l'économie numérique de 2004 et donc pour cette raison a émis un avis défavorable ou une demande de retrait. Merci Madame la rapporteure. Madame la ministre, votre avis sur les deux amendements présentés par Madame Benbassa. Oui, Madame la sénatrice Benbassa, je ne sais pas où se trouve le malentendu entre nous sur cet article 17, parce que je me souviens que c'était l'année dernière, au mois de février 2013, vous étiez sur ces bancs la rapporteure de la fameuse proposition de loi qui alignait les délais de prescription pour les propos sexistes, homophobes, handiphobes, au niveau des délais de prescription applicables pour les propos racistes ou antisémites. Et à ce moment-là, d'ailleurs j'étais complètement d'accord avec vous, nous avions convenu qu'il n'y a pas de raison qu'une discrimination soit plus grave qu'une autre et c'est la raison pour laquelle on a adopté votre texte. Eh bien, c'est exactement le même geste qu'a le gouvernement avec cet article 17. Il s'agit pour nous de dire que les propos haineux, sexistes font autant de mal lorsqu'ils sont proférés dans la rue, dans une enceinte publique, que quand ils sont proférés sur Internet et qu'il n'y a pas de raison de moins protéger ou de plus tolérer ces propos sur le web. Et donc c'est pour ça que cet article 17 nous semble essentiel et je demanderai à ce qu'il soit au contraire maintenu, même si j'entends votre demande qui est que grosso modo les sujets de la liberté numérique cessent d'être abordés par des petits bouts. C'est une demande qu'on a pu entendre à d'autres moments et je veux vous rassurer sur cette question. Il y a un groupe de travail interministériel qui réunit des représentants des ministres de l'économie, des finances, de la justice, de l'intérieur, de l'économie numérique, qui est en train, en effet, d'adopter un dispositif lisible sur toutes ces questions numériques. Et donc, c'est un chantier qui, sous la conduite d'Axel Lemaire, que vous connaissez bien, reviendra devant vous pour repenser les équilibres de la loi sur l'économie numérique. Il n'empêche que pour ce qui est de notre texte et du sujet qui est le nôtre, de la lutte contre les violences, de la lutte contre les stéréotypes, je pense qu'il est extrêmement utile de continuer à avoir cette disposition 17 et donc je serai défavorable ou je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement de suppression. Merci Madame la ministre. Madame Benbassa, vous les retirez, je vous remercie. Donc je suis à l'article 17. Un vote sur l'article 17. Qui est pour voter l'article 17? Merci. Qui est contre? Pardon? Une explication de vote, Madame la Présidente? Oui, je vous en prie. Pas trop tard. Oui, j'avais prévu de dire, Madame la Présidente, quelques mots sur les deux amendements qui étaient déposés par notre collègue Esther Benbassa. Et effectivement, moi, je trouve que la suppression de l'article 17 n'aurait pas été opportune et n'aurait pas réglé sur le fond le problème soulevé notamment par votre amendement numéro 40. Et je pense même que nous aurions envoyé un signal assez négatif de déresponsabilisation aux fournisseurs d'accès Internet. Mais par contre, je crois que vos arguments soulevés, ceux sur la question du signalement et sur le qui
qui doit être destinataire. Ceux sur les risques de censure privée automatique et donc contre-productifs doivent être entendus. Ainsi, un article du Monde, du journal Le Monde, évoquait des filtres britanniques anti-pornographie qui avaient bloqué l'accès à des sites d'éducation à la sexualité. Et vous avez évoqué dans votre amendement le rôle de la plateforme Pharos, plateforme d'harmonisation, d'analyse et de recoupement et d'orientation des signalements, qui a été lancée en 2009 et qui se compose d'une dizaine de policiers et de gendarmes placés sous la responsabilité de l'Office central de lutte contre la cybercriminalité. Et ces cyberpoliciers sont chargés d'analyser les contenus potentiellement illicites du net. En 2014, 500 enquêtes auraient été ouvertes suite à des signalements d'internautes via Pharos. La question des contenus partagés sur les réseaux sociaux quand ils ne dépendent pas du droit français pose problème. Dans ce cas, les faits sont portés à la connaissance des hébergeurs, à charge pour lui d'agir ou non. Aussi, retirer toute responsabilité aux hébergeurs, on le voit, est un problème. Je crois donc que l'article 40 pose une question qui mérite que nous poursuivions la réflexion. Donc j'entends ce qu'a dit Madame la Ministre, mais peut-être qu'il serait utile de regarder comment la Commission des affaires culturelles du Sénat pourrait peut-être continuer et contribuer à cette réflexion. Merci Madame la Présidente. Donc l'article 17, je pense que je vais le remettre aux voix puisque j'ai été interrompue. Qui est pour l'article 17? Merci. Qui est contre? Abstention, il est adopté. Article 17 bis. Un amendement numéro 10, c'est M. Val qui le présente. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement reprend une disposition que le Sénat avait adoptée en première lecture. Il s'agit, quand c'est possible, de permettre aux enfants de parents séparés d'être élevés par leur mère, mais aussi par leur père. Madame la Ministre, vous plaidez pour un plus grand investissement des pères dans l'éducation de leurs enfants. Vous souhaitez que les pères s'impliquent davantage dans la vie de famille. C'est l'une des raisons que vous invoquez pour réformer la nouvelle prestation partagée d'accueil de l'enfant. Nous l'avons déjà dit et nous le répétons, le congé parental est pris quasi exclusivement par la mère, alors qu'un certain nombre de pères souhaiteraient le faire. Mais nous vivons dans une société qui fait de l'éducation des enfants d'abord une affaire de femmes, et c'est ainsi que la mère, en cas de divorce, obtient très souvent la garde des enfants, même quand le père demande la résidence alternée. Pourtant, un enfant a besoin de ses deux parents pour grandir. La mère n'est pas par essence et a priori plus importante que le père. Contrairement à ce qui a pu être dit par diverses associations féministes au lendemain de l'adoption de cet article en première lecture, il n'a jamais été question d'imposer la résidence alternée à tout prix. Cette disposition prévoit juste que le juge examine prioritairement cette possibilité lorsque l'un des deux parents en fait la demande, ni plus ni moins. Il est évident que le juge ne choisira pas la résidence alternée si la connaissance de violences physiques ou psychiques ou si l'enfant est trop jeune. Il s'agit de permettre aux enfants d'être élevés par leurs deux parents, quand cela est possible, pour qu'ils conservent un lien fort avec chacun. C'est cela aussi l'égalité. L'idée, en tout cas, a fait son chemin au sein de la majorité, puisque le 1er avril dernier, les groupes socialistes et écologistes de l'Assemblée nationale ont déposé une proposition de loi qui pose notamment le principe selon lequel la résidence de l'enfant sera fixée au domicile de chacun de ses parents, afin de traduire leur égalité dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Pourquoi encore une fois attendre? Pourquoi ne pas suivre le Sénat, une fois de plus, en avance? Merci, Monsieur Val. L'avis de la Commission sur l'amendement numéro 10. Cet amendement soulève effectivement une question d'importance et met au débat ce soir sans doute un problème et des questions qui n'ont pas encore de réponse définitive. Je crois que les chiffres le prouvent. La garde des enfants, dans le cas des couples séparés, est majoritairement confiée à la mère et les pères se sentent souvent exclus. Donc il est vrai aussi que tout ce texte de loi incite les pères à prendre une place plus importante dans l'éducation des enfants. Pour autant, à titre personnel, je ne suis pas certaine que la résidence alternée doive être systématiquement la première solution étudiée. Il y a sans doute des choses à revoir sur ce sujet-là, mais la résidence alternée n'est pas forcément la meilleure des solutions et pas forcément celle qu'il faut étudier en premier, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, bien évidemment. Donc,
À titre personnel encore, il me semble toujours que l'ensemble de ce problème mériterait d'être examiné de façon sans doute beaucoup plus approfondie et peut-être via un autre véhicule législatif que celui-là. Pour autant, la commission des lois a émis un avis différent et a estimé quant à elle qu'il fallait se saisir du problème immédiatement et a émis un avis favorable à cet amendement. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Madame la ministre. Oui, monsieur le sénateur, vous m'autoriserez, Madame la Présidente, peut-être à prendre un tout petit peu de temps pour vous répondre sur ce sujet, puisque ça n'est pas la première fois qu'il est évoqué devant votre Haute Assemblée. Et je voudrais vraiment vous expliquer pourquoi est-ce que le gouvernement est défavorable à l'introduction de cet amendement. Bien sûr que nous sommes d'accord sur le principe d'améliorer l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Il n'en reste pas moins que, premièrement, le projet de loi dont nous discutons aujourd'hui n'est pas le bon vecteur pour introduire cette disposition sur la garde partagée. Pourquoi ? Vous avez un autre texte qui est une proposition de loi qui porte sur l'autorité parentale et l'intérêt de l'enfant, qui va être débattu au mois de mai devant l'Assemblée nationale. Vous allez l'examiner sereinement. Il me paraît beaucoup plus opportun de traiter de toutes les questions relatives à l'autorité parentale dans un texte particulier, cette proposition de loi donc, qui dépasse la problématique de l'égalité homme-femme, parce que en réalité, c'est de l'intérêt de l'enfant que l'on parle quand on parle de la garde partagée ou de l'autorité parentale. Donc, première raison, il me semble que ce texte-ci n'est pas le bon vecteur pour accueillir votre amendement. Deuxième raison, je crois que votre amendement est une mauvaise réponse sur la résidence alternée, parce que sur le principe, moi je ne suis pas favorable à la préférence donnée un peu aveuglément comme ça à la résidence alternée. Le seul critère qui doit être retenu pour fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale, c'est celui de l'intérêt de l'enfant. Et de ce point de vue-là, je le redis ici, j'avais déjà eu l'occasion de le faire, le Conseil constitutionnel nous a encore rappelé en 2013 qu'il faut se garder de dicter au juge le sens de ses décisions et qu'il doit, le juge en question, être toujours en mesure de répondre à l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc on ne peut pas ériger la résidence alternée en droit de l'un des parents au détriment de l'intérêt de l'enfant. Je pense que c'est à cela qu'il faut faire très attention, parce que l'intérêt des parents ou de l'un d'entre eux ne rejoint pas forcément l'intérêt de l'enfant. L'appréciation de l'intérêt de l'enfant ne peut pas se faire de façon abstraite, elle se fait forcément par un juge sur la base d'une situation concrète qui lui est donnée à voir avec la marge d'appréciation qui va avec. Et j'en profite, pardon d'être un peu longue, mais pour rappeler ici encore qu'une étude qui a été réalisée par le ministère de la Justice sur la résidence des enfants dont les parents sont séparés démontre que si la résidence alternée concerne peu d'enfants, c'est parce qu'elle est demandée par peu de parents. Il faut avoir ça à l'esprit. Dans 80% des décisions, les parents sont d'accord sur les modalités de résidence de l'enfant et ils choisissent pour 71% des enfants de fixer la résidence chez la mère, pour 10% chez le père et pour 19% des enfants en alternance. Donc, dans la mesure où notre loi permet déjà aux parents d'opter pour la résidence alternée dès lors qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant, je crois que c'est non seulement pas nécessaire, mais contre-productif d'en faire un principe qui manifestement, si on en croit ces études, ne conviendrait pas à la majorité des situations. La notion de résidence en alternance paritaire, qui signifie que le temps passé chez chacun des parents doit être exactement le même, aurait par ailleurs pour effet d'introduire une rigidité telle que la résidence alternée pourrait en fait être impossible à mettre en œuvre dans de nombreuses familles et entraver, voire empêcher l'adaptation de la vie quotidienne aux besoins spécifiques de l'enfant. C'est aussi cela qui m'inquiète beaucoup. Il y a beaucoup d'études qui ont été menées sur ce sujet, qui révèlent l'importance des contraintes matérielles liées à l'organisation d'une résidence alternée, qui suppose notamment la proximité des domiciles des deux parents, qui suppose aussi des logements adéquats. Vous voyez bien qu'à chaque situation, une réponse qui doit être particulière. Donc, contrairement à ce qui est soutenu dans l'exposé des motifs de votre amendement,
Je veux dire ici que les professionnels ne sont pas nécessairement favorables à la systématisation de la résidence alternée, ne sont pas favorables à la séparation de manière prolongée d'un enfant de moins de 3 ans d'avec sa mère. Les choses sont plus complexes que cela, c'est pour cela qu'elles méritent d'être traitées avec davantage de sérénité. Enfin, le dernier alinéa de l'article qui remet en cause le principe de la résidence alternée en cas de non-respect d'une obligation alimentaire, puisque c'est ce que vous proposez, n'est pour nous pas envisageable non plus, puisque les modalités de résidence de l'enfant ne peuvent surtout pas être conditionnées au respect de l'obligation alimentaire par l'un des parents. Ça nous semble extrêmement problématique. Et je rappelle qu'en cas de non-paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, il existe déjà une sanction pénale. Ça n'est pas utile de mélanger les sujets. Ce nouveau délit d'entrave à l'exercice de l'autorité parentale qui repose sur des éléments de qualification aussi flous que manipulations diverses, comme vous l'écrivez, me semble particulièrement fragile, qui plus est à l'heure des questions prioritaires de constitutionnalité qui peuvent être posées aujourd'hui par les citoyens. Je continue, pardon Madame la Présidente. Une troisième raison pour laquelle je serai défavorable à cet amendement, c'est que je pense que c'est une mauvaise réponse s'agissant de l'audition systématique des enfants. Je ne suis pas favorable à la systématisation de l'audition de l'enfant. Aujourd'hui, le Code civil consacre un véritable droit pour l'enfant à être entendu dans toutes les procédures qui le concernent. Le juge ne peut pas refuser cette audition dès lors qu'elle est demandée par l'enfant. Mais en même temps, le droit actuel permet aussi de respecter le droit au silence de l'enfant, puisque, en l'absence de toute demande de sa part, le juge ne l'entendra que s'il l'estime nécessaire. Or, dans certaines procédures, on le sait, notamment le divorce, l'audition peut constituer pour l'enfant une épreuve très douloureuse, culpabilisante, contraire à sa volonté. Dès lors, il me paraît, là encore, inopportun, voire dangereux, de prévoir qu'un juge pourrait, comme vous le suggérez, apprécier le bien fondé du refus d'être entendu et donc imposer à un enfant une audition. Donc, en tout état de cause, cette audition systématique de l'enfant se heurterait à d'importantes difficultés de mise en œuvre sur le plan pratique. Ça alourdirait la tâche du juge aux affaires familiales, ça rallongerait la durée des procédures. Quatrième raison pour laquelle je ne peux pas être d'accord avec votre amendement, c'est que je trouve que c'est une mauvaise réponse sur la médiation familiale. Parce que, on le sait bien, sur la médiation familiale, qui est une question complexe, là encore, il y a un certain nombre d'expérimentations qui sont en cours dans des TGI, à Bordeaux, à Arras, et je pense que tant que nous n'avons pas eu les résultats de ces expérimentations, il est prématuré, voire incohérent, de légiférer sereinement, là encore, et que le texte tel que vous le proposez marque même un net recul par rapport aux dispositions actuelles, puisqu'il supprime la possibilité pour le juge aux affaires familiales d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur pour les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation. Donc en fait, c'est finalement moins de protection pour les parties en question. Je terminerai en une phrase en vous disant que les autres dispositions que vous prévoyez portant sur les obligations des parents dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale soulèvent aussi des difficultés pratiques et juridiques. Je ne les détaille pas ici, mais je pourrais vous en dire davantage si vous le souhaitez. Vous aurez compris que le gouvernement est vraiment très défavorable à cet amendement et je vous remercie de comprendre notre raisonnement. Merci Madame la Ministre. Peut-être, oui, Madame Cohen. Oui, rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses que je partage avec ce qui vient d'être dit par Madame la Ministre. Mais en première lecture, nous avions déjà voté, concernant mon groupe, contre ce même amendement déposé par nos collègues RDSE, portant essentiellement donc sur la résidence alternée en cas de séparation. Sous couvert d'égalité entre les hommes et les femmes, je le dis volontairement dans ce sens, je crois profondément que cet amendement et ceux qui défendent une telle position ne le font pas, consciemment ou non d'ailleurs, pour des bonnes raisons. Nous avons été nous-mêmes régulièrement interpellés par ces pères perchés sur des grues. Si au départ leur intention, leur cause peuvent sembler de bon sens, force est de reconnaître que ce qu'ils défendent d'une manière générale est loin d'aller dans le sens d'une égalité entre les femmes et les hommes et prône au contraire une conception qui, à notre avis, ne tient pas compte de la réalité des rapports de force qui existent au sein d'un couple en cas de problème.
Pour cela, je vais donner des chiffres qui sont avancés pour justifier leurs revendications et qui sont censés démontrer le traitement inégalitaire entre la défaveur de ces pères. En fait, ils sont au contraire la preuve que l'inégalité se fait en défaveur des mères. Je m'explique. Les enfants sont confiés à la mère dans 75 à 80% des cas de divorce pour faute. Dans 15 à 20% des cas, c'est la garde alternée et dans 5% à 8% seulement, les enfants sont confiés au père. Premier élément, et ça a été dit, les pères demandent bien moins souvent la garde des enfants que les mères. Non pas qu'ils aiment moins leurs enfants, et vraiment, ça n'est pas ce que nous pensons, mais on sait très bien les sacrifices souvent professionnels que cela induit et que manifestement les hommes sont moins souvent prêts à faire, et aussi parce qu'il y a une inégalité professionnelle dont je ne vais pas encore dépeindre les aspects. Deuxième élément, si le père et la mère demandent la garde, c'est le juge qui doit trancher et qui évalue prioritairement l'intérêt de l'enfant. Et comme les pères se sont souvent moins investis, cela peut entraîner des problèmes pour obtenir la garde. Ces deux éléments expliquent donc les chiffres avancés par ces pères. En ce qui concerne la revendication sur la résidence alternée, elle ne tient pas compte non plus du fait des inégalités salariales qui perdurent. Si le juge impose d'office la résidence alternée parce que le père la demande, le plus souvent, la mère ne pourra assumer financièrement cette résidence alternée, car elle n'aura plus la pension alimentaire du père. Elle n'aura alors d'autre choix que de laisser la garde exclusive des enfants au père, avec l'obligation de lui payer une pension. Ce schéma de résidence alternée ne fonctionne que pour les familles qui sont suffisamment aisées. Tant que les femmes n'auront pas les mêmes droits que les hommes et des salaires équivalents, on ne peut pas parler d'égalité en ce qui concerne les divorces, séparations et la garde des enfants. Je terminerai en évoquant un autre point important qui pose également problème dans l'amendement. Il souhaite créer une nouvelle incrimination pénale d'entrave à l'exercice de l'autorité parentale en punissant d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende l'ascendant qui aurait commis des agissements répétés ou des manipulations diverses. Cette formulation crée un doute sur la sincérité de l'ascendant quand, par exemple, il dénonce des violences sexuelles ou un inceste ou des carences et déficiences parentales, même si ces cas existent, ils sont très minoritaires. Nous y voyons pour notre part un grand danger pour les femmes victimes de violences conjugales et pour les enfants victimes ou témoins de ces violences. Pour toutes ces raisons et parce que l'intérêt de l'enfant doit être davantage débattu au sein d'une loi sur la famille et non lors d'un projet de loi sur l'égalité femmes-hommes, nous voterons contre cet amendement. Je vous remercie. Merci, Madame Cohen. Monsieur le Président de la Commission. Madame la Présidente, je voulais solliciter auprès de vous une suspension de séance de peut-être 5 minutes ou 10 minutes. Je vous l'accorde, Monsieur le Président de la Commission. Donc, 10 minutes, si vous voulez. Ça vous va? Très bien. Puis après, il y a Monsieur Bas qui est inscrit, donc vous reparlerez tout à l'heure à la reprise. La séance est suspendue pour 10 minutes.